plaisir qu'on vous accueille ici. C'est le premier événement. Petit sondage pour commencer dans l'auditoire. Combien on a d'experts comptables? Plutôt qui n'est pas expert comptable? Ok. Comme quoi, c'est un événement qui intéresse tout le monde. Brièvement, je pense que vous connaissez à peu près tous Conto, Néobank pour les professionnels. L'idée c'est par rapport à ce que faisaient mal les banques traditionnelles, de simplifier le quotidien bancaire des entreprises et des indépendants. Ça fait 3 ans que l'entreprise est créée, 2 ans que le produit a été lancé et en 2 ans beaucoup de chemin parcouru puisque on est aujourd'hui près de 140, on a 40 000 clients. On lance 3 pays cette année, donc on va à l'international, donc on avance bien et on a aussi plaisir à travailler avec vous, c'est pour ça qu'on vous réunit. Pourquoi donc Conto rime avec compta finalement? On a toujours indiqué qu'on souhaitait simplifier aussi la comptabilité outre le quotidien bancaire. Ce n'était pas toujours le cas jusqu'ici. On travaille ardemment avec notamment Théo qui est ici et que certains connaissent déjà, qui est notre brillant product manager sur ces sujets-là, pour rendre cette affirmation vraie. Et finalement, aujourd'hui, quelques chiffres sur la compta. On a plus de 3000 accès comptables sur Conto puisque c'est un produit collaboratif. On a 6000 personnes qui ont généré des clés API, donc qui ont connecté leurs outils en fait via API pour ceux qui connaissent. On a plus de 350 cabinets qui ont plus d'un client Conto et on répertorie aujourd'hui plus de 50 outils de gestion ou de comptabilité qui sont connectables à Conto. L'événement, pour vous le présenter brièvement, et un peu la communauté, le lab comptable by Conto. L'idée vient du fait de vous donner un endroit, un moment, une opportunité pour découvrir et vous acculturer un peu plus au digital, pour ceux pour qui ce serait encore un peu étranger, discuter de vos enjeux entre vous, découvrir des outils aussi, les maîtriser et avoir aussi les bons contacts auprès de ces éditeurs, souvent de SaaS ou ceux qui vous proposent ces outils-là, et aussi entre vous, donc échanger pour les bonnes pratiques et avoir vos propres retours d'expérience. Ce premier événement, donc, demain le cabinet digital, c'est un peu pour poser le contexte, redire des vérités, mais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, peut-être d'autres moins, mais surtout essayer de savoir concrètement comment certains ont déjà fait. C'est pour ça qu'on a convié et qu'ils ont très gentiment accepté de nous rejoindre ce soir, Jonathan, Pierre et Ludovic, pour que vous puissiez aussi leur poser vos questions. C'est un format qui se veut aussi donc informel. Moi j'ai quelques questions pour un peu orienter les débats, mais vous n'hésitez pas. L'idée c'est que ce soit interactif. Voilà, donc dans un premier temps, je vais les laisser se présenter. Ça vous gêne le rétro? Non, c'est très... C'est sûr? Il n'y a pas de souci. Donc allez-y, qui souhaite commence? Vous battez pas? Ok, je vais commencer. Bonjour à tous, donc, Jonathan Cohen, je suis expert comptable depuis 3-4 ans maintenant. J'ai créé un cabinet qui s'appelle Kaizen Conseil, qui était plutôt orienté sur les startups pour accompagner les clients sur différents sujets, différents pans de leur activité, principalement sur des missions de conseil et de direction financière. Et j'avais également quelques clients qui étaient des consultants, des freelances, en tant qu'expert comptable. Et l'idée pour ces clients-là, c'était un peu de trouver une solution pour permettre d'automatiser toute leur gestion comptable et financière. J'ai regardé un peu ce qui existait sur le marché, j'ai pas trouvé, je suis parti faire le Wagon. C'est une école de code en 9 semaines qui apprend à coder et à développer. Et à la suite de quoi, j'ai développé Akazi. Donc, du coup, Akazi, c'est une solution qui permet d'automatiser toute la gestion comptable et financière pour les freelances indépendants. Donc, on est parti de zéro, je me suis associé avec des développeurs, des data scientists, et voilà, on est live depuis, on va dire, été-septembre 2018. On n'a pas encore communiqué dessus. Ça ne saurait tarder, on attendait de passer un peu un cap en termes d'utilisateurs. On a 150 clients sur la plateforme. Une grande partie sont chez Conto en termes d'automatisation. Et je vous en dirai un peu plus après. Également, à l'Ordre des experts comptables de Paris, je suis président du comité numérique.
On développe un certain nombre de projets. On a lancé notamment la plateforme des outils numériques, peut-être ça s'appelle Python. Et on va prochainement lancer en fait un incubateur aussi lors de l'Expert Comptable de Paris. Donc ça sera un peu plus prochainement. Bonjour à tous, je suis Pierre Bourdu. Donc, alors, pour ma part, je ne suis pas encore expert comptable diplômé, je suis expert comptable mémorialiste. Ça ne saurait tarder. Donc moi, j'ai un profil un petit peu mixte entre la technologie et l'expertise comptable, puisque à la base, j'ai en fait monté une première start-up en me challengeant pour apprendre le code. Donc, j'ai pas fait le wagon pour apprendre le code, j'ai monté une start-up qui a pris la forme récemment d'un projet qui s'appelle Bonjour Auto-entrepreneur, c'est-à-dire une plateforme SaaS qu'on met à disposition des auto-entrepreneurs et qui leur permet de faire toute la gestion, facturation, règlement client, et puis après on se charge de toute la partie déclarative. Donc ça, c'est un projet sur lequel je bosse depuis à peu près 3-4 ans et qui m'a permis d'être incubé en fait, par le groupe dans lequel je travaille aujourd'hui sur un autre sujet, donc le groupe Inextenso. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse la semaine dernière qu'on a pris notre indépendance, on est sorti de Deloitte. Et donc ce groupe-là m'a permis d'incuber ce premier projet que j'avais lancé et aussi de gérer un projet en interne qui est le lab du groupe en fait. C'est un cabinet qui s'appelle Inexlab, qui a un petit peu plus d'1 an aujourd'hui. Et dans l'idée, en fait, on est un cabinet traditionnel, on a un client traditionnel. Cependant, on challenge énormément l'existence sur les outils. Donc, on a tout un background d'outils qui a été constitué depuis déjà. La stratégie, elle a déjà bien 5 ans sur l'acquisition des éditeurs, sur le challenging de qu'est-ce qu'on propose à nos clients et une toute expérience digitale. Donc, on propose déjà tout ce qu'on sait faire et surtout, on challenge l'existant, on structure nos data, on commence à créer de nouveaux services, etc. Voilà. Bonsoir, je suis Ludovic Molo. Alors moi je ne suis pas expert comptable et il y a juste 0 chance que je le devienne. Et je ne travaille pas dans une start-up non plus, d'autres raisons non plus. En fait je travaille dans un cabinet de conseil qui fait de l'accompagnement pour la profession comptable. Donc pas mal pour les cabinets, pas mal pour les réseaux, pour les AGC, mais aussi pour les instances et pour les partenaires de la profession. En gros, tous ceux qui veulent vendre un truc aux experts comptables et qui ne savent pas trop comment leur en parler. Donc on est un cabinet qui est né de la profession comptable, on est filiale d'un cabinet d'expertise comptable, donc on connaît pas mal le métier. Et donc en fait, on les accompagne dans leur transition numérique, transition digitale, avec juste, mais bon, j'aurais tendance à vous en parler après. Moi je suis plus dans transition digitale, le moins important pour moi c'est cette transition. Et donc je vous expliquerai un peu pourquoi, quoi, qu'est-ce, comment tout à l'heure. Moi, par rapport au profil de nos deux presque experts comptables, finalement, pourquoi vous avez fait le choix d'apprendre le code et pourquoi ça a été important pour vous? Qu'est-ce que peut-être stratégiquement ça représente pour vous par rapport à votre profession? Alors moi, dans le coup, le code, ça s'est posé avant l'expertise comptable dans mon cursus. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a eu la question de savoir est-ce que ce serait l'expertise comptable ou l'ingénierie au sens large. Et après, quand j'ai commencé à avancer, après avoir fait le choix de l'expertise comptable, j'ai commencé à avoir mes premières expériences professionnelles. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait de un décalage sur les méthodes de travail traditionnelles des cabinets, c'est-à-dire qu'on a tous connu la recopie de documents, la recopie de fichiers Excel dans les logiciels comptables, donc là il y avait un décalage. Et surtout il y avait aussi un décalage quand on parlait avec toutes les personnes qui savaient vraiment maîtriser la technologie, donc notamment les développeurs. C'est-à-dire que co-construire des outils avec les développeurs quand on est expert comptable, c'était quand même quelque chose, quand j'ai commencé à faire ce métier, qui était compliqué. Donc c'était pouvoir apprendre à parler code et être capable de co-construire des outils, co-construire des solutions, co-construire des offres, pour pouvoir aussi accompagner en plus nos clients, donc il y a tout le phénomène qui se passe aussi côté client. Moi j'ai eu aussi cette même réflexion sur la partie client côté startup, pour permettre de mieux comprendre le business model des startups, qui étaient, la plupart étaient très tech. J'ai eu besoin d'avoir ce vernis, cette couche d'apprentissage du code. Et au-delà de ça, c'était principalement en fait, pour monter le projet à Acadie. J'ai essayé de le monter seul, sans compétences techniques, en allant voir des développeurs ou des agences de dev. Et à chaque fois que je m'asseyais, je disais alors moi je vous explique tout de suite, je comprends absolument pas comment ça marche. Les prix doublaient, triplaient, quadruplaient. Je me suis dit bon en fait là je sais absolument pas si je me fais enfler ou pas. Ça m'énervait de savoir en fait comment ça marche. Et du coup je me suis dit ok bah il faut que je prenne sur moi. J'ai fait ça pendant l'été, parce que c'est 9 semaines à temps plein. C'est un peu compliqué, le cabinet d'expertise traditionnel a un peu morflé pendant cette période, forcément. Mais c'était nécessaire pour pouvoir impulser et lancer le projet. Et surtout, c'était derrière pour me permettre d'avoir la crédibilité de travailler avec des devs, de recruter, de les associer sur le projet. C'était essentiel pour moi d'avoir une compétence supplémentaire. Ok, donc on voit bien des profils de professionnels différents de ce qui se faisait il y a quelques années. Et vous, finalement, Ludovic,
qui en côtoyez d'autres. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer ces dernières années comme changement majeur, comme enjeu, qui font qu'aujourd'hui en fait on se retrouve avec des professionnels qui savent aussi coder? Les changements majeurs, je dirais, ça va pas être une grande surprise, mais c'est effectivement les technos qui font un bond. Alors, moi je suis pas un spécialiste des technologies, mais je m'intéresse quand même pas mal à ce qui se fait un peu dans tous les domaines. Et on voit que tous les gens qui parlent d'intelligence artificielle, de big data, tout ça, tous ces termes un peu bizarres, ils ne sont pas d'accord sur grand chose. Le seul truc sur lequel ils sont d'accord, c'est que ça va très très vite et plus vite qu'on ne le pensait. Et donc là, ce qui change aujourd'hui dans la profession, c'est qu'effectivement, les cabinets en prennent confiance parce qu'on voit bien, nous, tous, à titre personnel, avec nos smartphones, nos comportements changent, nos usages changent, et qu'on attend autre chose des marques, des prestataires, des gens avec qui on travaille, on communique. Et le chef d'entreprise, il attend autre chose de son expert comptable, parce qu'il commence à comprendre que c'est possible, qu'il y a moyen de faire autrement, qu'il y a moyen de faire autrement que d'intégrer des fichiers Excel, qu'il y a moyen de faire autrement que de faire la chasse au petit ticket de carte bleue de 10 € pour le péage, de machin, de bidou, etc. Et donc, ça oblige, j'allais dire, la profession à se dire comment on pourrait faire effectivement différemment. Et j'en reviens à ma marotte du début, c'est que pour faire différemment, il faut être à peu près clair sur sa stratégie, sur son projet d'entreprise, sur son projet de cabinet. Et globalement, s'il y a une chose que les cabinets n'ont pas fait, c'est de faire une stratégie, parce que jusque-là, ils n'en avaient pas besoin. Et aujourd'hui, l'étude de l'ordre dit qu'il y a 70% des cabinets qui n'ont pas de stratégie. Je peux vous assurer que s'il y a un chiffre qu'il faut dans cette étude, c'est celui-là. Il n'y a pas 30% des cabinets qui ont de stratégie, c'est sûr et certain. Et que donc, tant qu'on n'a pas défini de façon relativement précise quels vont être nos clients, qu'est-ce qu'on va leur vendre, quel type de mission, avec quel type de collaborateurs, comment on va communiquer, comment on va les marketer, comment on va manager ces gens, ces profils un petit peu différents, enfin je veux dire, des profils comme les deux là, pour les manager dans un cabinet traditionnel, voilà, c'est parce que ça impose de faire tout différemment. Et encore une fois, quand on dit faire différemment la stratégie, le marketing, la communication, la gestion des ressources humaines, le management, etc. C'est que des trucs que vous avez super bien appris dans le cursus d'expertise comptable, avec lesquels vous êtes super à l'aise, c'est des concepts. Et donc, du coup, c'est très compliqué. D'accord, et donc je rebondis, effectivement, vous avez parlé de stratégie digitale. Est-ce que, plus précisément, concrètement, on commence par où? On commence par quoi? On commence par quoi? On commence par effectivement le projet d'entreprise, des choses qui semblent quasi évidentes pour une entreprise. Qui vont être mes clients? Enfin, c'est déjà une sacrée question. Expertise comptable traditionnelle, on prend les clients qui arrivent, quoi. Il est BNC, il est BNC, il est commerçant, il est commerçant, c'est une TPE, c'est une TPE, c'est une start-up, c'est une start-up. Mais on prend, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et puis si jamais il y avait un collab qui un jour serait en sous-effectif, en sous-activité plutôt, ça serait dramatique, quoi. Il ne ferait pas de prod, ça serait terrible. Mais comme on ne sait pas trop ce qu'on pourrait lui faire d'autre, parce qu'on n'a pas de vision de ce qu'on veut faire, et on l'occupe avec le client qui arrive. Donc je pense que le point de départ absolu, c'est qu'est-ce qu'on veut faire dans notre cabinet, quel type de prestation on veut vendre à quel type de client. Et ça a l'air ballot à dire comme ça, mais en fait c'est super compliqué. Donc pour moi, ça serait ça le point de départ. Et juste, alors je vais juste un point, c'est que bien souvent, dans le... Alors je vais caricaturer évidemment, hein, mais dans l'expert comptable traditionnel, lui, il va partir de l'outil, toujours, systématiquement. Il va chercher l'outil magique qui va réussir à régler tous ses problèmes. Et puis ça marche pas. Parce qu'il existe pas. Je vais peut-être que... Non, je suis parfaitement d'accord avec ça. Pendant longtemps, en fait, les experts comptables ont été protégés par le jeu du marché. N'importe quelle société qui veut se lancer, n'importe quel de nos clients qui se lance, doit se poser la question de son business, de sa stratégie, ses clients, son marketing, son commercial, son recrutement. Enfin, c'est toutes des questions qui sont, on va dire, essentielles. Là où les experts comptables, juste à s'installer et on faisait un peu de communication, un peu de bouche à oreille, et les clients venaient au fur et à mesure, effectivement, dans tous les sens. Et après, on essayait de mettre en place un peu tardivement une stratégie. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible, c'est très compliqué. Et effectivement, le besoin venait souvent de dire j'ai un outil qui ne correspond pas à une typologie de clientèle, il faut que j'essaye d'en trouver un. Enfin, pour ma part, moi, c'était un peu la démarche inverse, c'est qu'il y avait une typologie de clientèle qui
qui étaient les freelances, les consultants, les indépendants, qui payaient en fait très cher un service traditionnel, avec une difficulté d'avoir en fait du temps réel sur leurs indicateurs, un besoin de conseil en temps réel, très compliqué à apporter en tant qu'expert comptable. En interrogeant les différents confrères, les différents consoeurs, on dit mais en fait on n'est pas rentable sur ce type de dossier. Je dis pourquoi vous continuez à les prendre, pourquoi vous continuez à les traiter? Ça fait du flux et on verra ce qui se passe. Et effectivement, l'analyse de la rentabilité par client, il y a très peu de cabinets qui mettent en place ce type de process. Et donc l'idée derrière, c'est de dire ok, en fait, pour cette typologie de clientèle que sont les freelances, les consultants, les indépendants, comment on fait on va dire en cassant les prix, hein. On a un forfait à 99 € par mois, tout compris, full inclusive, et le client n'a strictement rien à faire, la totalité des déclarations fiscales. Il y a un conseil illimité derrière, c'est très compliqué à proposer en tant qu'expert comptable sur le cabinet traditionnel que j'ai, c'est impossible d'être avec ce tarif-là, c'est impossible. Et donc derrière, si on n'automatise pas tous les process, on ne peut pas arriver à ce type de tarif. Et c'était ça la démarche qui avait été mise en œuvre. Effectivement, et moi je vous rejoins, donc effectivement il y a la partie client qui arrive en premier, donc qui je vais accompagner, comment je vais accompagner. Donc le comment, effectivement les outils, c'est un point important, mais surtout aussi le avec qui, c'est un des points les plus importants je crois pour pouvoir mettre une stratégie digitale parce que donc, dans nos cabinets on a des collaborateurs qui, alors soit ils ont un passif, une longue carrière qui fait que ça va être compliqué à manager, à accompagner dans la transition. Soit par contre, on a soit des collaborateurs qui rentrent et qui eux sont ultra forts de proposition et qu'on n'est pas capable en fait de laisser s'épanouir dans la structure parce qu'elle est trop rigide. Soit en fait, un des autres points qui est extrêmement important, c'est d'arriver à faire rentrer les collaborateurs et de leur demander en fait de ne plus raisonner sur le stock de connaissances qu'ils ont, mais de les faire raisonner sur la capacité qu'ils ont à progresser. Typiquement, moi, un collaborateur aujourd'hui qui rentre chez Nextlab, j'attends pas de lui qu'il me fasse de la compta, j'attends de lui qu'il me fasse de la compta, mais aussi qu'il vienne me voir de son temps en me disant tiens, j'ai pensé à ça, on peut améliorer ça comme ça, on peut challenger l'existant comme ça, on peut délivrer en fait un peu plus que ce qui était prévu à l'avance. Et c'est cette mentalité qui permet aussi de se dépasser sur la partie transition digitale au sens large, parce qu'on peut toujours trouver des trucs à bidouiller pour aller plus vite et faire des choses intéressantes. Ça, c'est vraiment une problématique centrale parce que et que ce soit pour le coup pour les collabs, mais même pour les experts comptables, c'est que en fait tout ce qui faisait leur force, leur richesse, ce qui vendait, leur valeur ajoutée, j'allais dire, c'était la maîtrise de la technique, dans des domaines divers et variés, et il n'y avait pas beaucoup de professions qui avaient une maîtrise technique aussi importante que ça, quoi. Et aujourd'hui, dans ce monde-là, enfin dans ce monde qui émerge, là, on leur dit, bon ok, en fait, la technique, maintenant, c'est le B.A.-ba, enfin c'est, ouais, ok, bien sûr, évidemment que vous êtes bon en technique, évidemment vous avez la compétence. Ça, on n'en parle même pas, on ne discute même pas là-dessus, quoi. Mais c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir m'apporter d'autre? Et que ce soit les clients ou les collabs, quoi. Et là, du coup, ça devient super compliqué parce que ça veut dire que, concrètement, il va falloir que je vende autre chose, que je propose différemment. Ce que je faisais avant, ouais, ça va être ça, ça va être le socle, quoi. Ça va être le socle dans mon offre. Et puis après, il va falloir que je propose autre chose. Mais ça, c'est bien compliqué. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Oui, Monsieur Cohen, qu'est-ce que vous pensez des solutions émergentes comme Clémentine et ContaStart aujourd'hui? Moi, j'ai connu Kunto par ContaStart. C'est une solution d'enregistrement d'écriture très digitale, même si ça ne fournit pas la liasse fiscale derrière, mais on peut s'arranger avec Clémentine. Qu'est-ce que vous pensez de ces outils-là qui sont très digitaux, justement? Il y a un positionnement évident sur son nombre d'acteurs. Donc, il y a une différence entre ContaStart et Clémentine. Oui. Clémentine, derrière, c'est porté par un cabinet d'expertise comptable. Oui. Donc, derrière, on sait que. Le ContaStart, c'est le même logiciel que Clémentine. Oui, on sait que c'est le même logiciel derrière, et donc forcément, derrière, il y a certaines limites qui sont. Bon, quoique là, LegalStart a levé justement pour développer peut-être potentiellement un même outil, on n'en sait rien, mais a priori, avec 20 millions d'euros, ils ont quoi faire sur cette partie-là. Donc, l'idée derrière, c'est effectivement, il y a un certain nombre d'outils qui existent encore. Et le positionnement qui a été pris par ces différents acteurs pendant très longtemps, tous les avoir testés avant d'avoir lancé Akazi, que ce soit les Clémentines, que ce soit les Douces, que ce soit les 50 pour moi ou autres, etc. C'était plutôt principalement de permettre à l'utilisateur de faire sa comptabilité de façon autonome en l'encadrant dedans. L'idée c'était d'encadrer l'utilisateur. Et d'avoir des outils de pilotage quand même assez performants en temps réel. En temps réel, c'était sûr, mais en fait c'était quand même à l'utilisateur d'apporter de la visibilité sur son dossier. Nous, typiquement chez Akazi, on a pris le biais inverse en disant l'utilisateur n'a rien à faire. C'est nous qui devons apporter, parce qu'avec la data, parce qu'avec le traitement des algorithmes,
on est capable de lui dire, parce que toi ton secteur d'activité c'est consultant en développement informatique, bah, tu n'as rien à faire en termes d'intervention humaine. Tout est fait, tout est censé être fait automatiquement. Et aujourd'hui, on sait que de plus en plus, là on prend l'exemple des freelances indépendants, mais en fait, dans toutes les sociétés, à terme, on va réussir à avoir ce niveau d'automatisation qui fait effectivement que la mission traditionnelle ou la valeur ajoutée traditionnelle de l'expert comptable sur la partie effectivement technique de base, qui est sur la partie comptabilité, hein, qui est encore 70% du chiffre d'affaires des cabinets, bah, celle-là, en fait, elle va être automatisée à terme. Et tous ces outils vont permettre justement de s'affiner. Alors après, derrière, pour traiter de la data et pour voir comment ça marche, typiquement sur Acasio au démarrage, on a voulu mettre d'autres sociétés pour se dire, est-ce que les Doux, les Clémentine, ou des compagnies, les Fred de la Compte à l'époque, ou les Georges, pas les Georges parce qu'ils ont une France indépendante, mais les autres avaient une tendance à prendre en fait plein de secteurs d'activité. On peut être commerçant, artisan, on peut être start-up. Effectivement, on a mis des sociétés en test sur la solution, ça ne marche pas. Enfin, en termes de traitement de la data et d'automatisation des algorithmes, c'était encore trop complexe. Donc derrière, je suis persuadé, alors après je me trompe peut-être, hein, mais qu'il faut avoir une logique de verticale. Sur la partie digitalisation et des outils, sans vertical, on ne va pas pouvoir travailler avec de la bonne data, les algorithmes ne vont pas très bien marcher. Vertical métier, quoi, vous voulez dire. Ouais, vertical métier, et derrière, descendre en termes de vertical, de façon avec une profondeur assez large. C'est ça vraiment qui va permettre à ces outils-là d'émerger. Alors, si je puis me permettre, c'est ce côté vertical, je partage évidemment. Ça change complètement le modèle des cabinets, parce que dans les cabinets, il y a ce dogme, ce rêve, je sais pas quoi, de l'outil unique. Alors ça a été assez bien vendu par les éditeurs depuis quelques années. C'est l'outil unique qui fait papa-maman, il fait tout quoi. Enfin, il n'y a que le café et encore, des fois, peut-être. Et donc, les cabinets sont souvent encore à la recherche de l'outil unique. Or aujourd'hui, c'est exactement, et là c'est là où la question des usages, elle est flagrante, c'est les outils, ça va être comme nous avec notre téléphone quoi. On a tous le même téléphone, peu ou prou, le même device, quoi, le même appareil, mais on va mettre des applis différentes en fonction de nos sensibilités, de nos envies, de nos goûts, de nos expériences, etc. Et après, ça sera au cabinet d'agglomérer tout ça, de se débrouiller avec tout ça. Ça sera plus mon problème à moi. Et le problème, c'est que ces outils, de plus en plus, là on a parlé des outils qui sont issus du monde de la compta, mais ces outils sont de plus en plus issus d'opérateurs qui viennent du monde des logiciels, avec les banks, avec les QuickBooks, avec les vous voulez. Et si le cabinet n'est pas en mesure de me dire, bah, toi tu es consultant, c'est cet outil-là qui vont être les mieux pour toi parce qu'on pourra en tirer le mieux, ils sont adaptés à ton business. Moi, je vais faire mes choix. Si on ne fait pas ça, je vais faire mes choix au bistrot quoi, avec mes potes qui vont me dire tiens, j'ai vu une appli, elle est géniale. Sauf que lui, il a un métier super particulier et son appli ne correspondra pas à moi. Et le cabinet va devoir se débrouiller avec ça et à gérer les flux qu'il n'est pas capable de gérer. Et là, ça va devenir super compliqué parce que ça va être en fait ça va être le client qui va choisir en fait un peu les outils qu'il veut utiliser. Quoi. Et là, voilà. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les cabinets classiques, pignon sur rue, ils sont assez opaques et du coup, ils coûtent très cher et par contre, ils fournissent du conseil et un conseil de qualité. Mais à l'inverse, les solutions digitales type Clémentine, CounterStart fournissent des KPI, des tableaux de bord qui sont très performants et qui donnent de la visibilité très rapidement. Et grâce d'ailleurs à Kunto qui délivre aussi déjà des catégories dans ses relevés bancaires qui aident la comptabilité par ailleurs. Et donc du coup, ça donne plus de visibilité, mais par contre, il manque la partie conseil et stratégique. C'est-à-dire voilà, il faudrait un mix des deux en fait. C'est que les outils digitaux, ils sont super sympas pour avoir l'information en temps réel, mais par contre, ces plateformes, SaaS, ne fournissent pas suffisamment de conseils pour les chefs d'entreprise dont je fais partie, et c'est un peu ça qui manque. Donc il faudrait un petit peu mixer les deux, et je pense que ça serait pas mal. Ouais, je vous rejoins complètement, parce que c'est le choix qu'on a fait chez Acasio, justement, c'est de développer l'outil pour permettre en fait aujourd'hui où un collaborateur standard va être capable de s'occuper de 30 ou 40 dossiers avec des difficultés, d'avoir du temps réel, de dire je peux gérer un portefeuille sur différents moyens, par chat, par mail, par call, directement, de façon assez simple. C'était de replacer la valeur ajoutée des collaborateurs avec les outils et ça fait parfaitement sens. Le fait de dire effectivement aujourd'hui, en fonction pour un cabinet traditionnel, de dire il y a un pack standard d'outils à mettre en place en fonction des différentes catégories de clients qu'il y a pour justement derrière avoir des collaborateurs aussi un peu dédiés sur des profils d'activité pour justement pouvoir permettre d'apporter de la valeur ajoutée et pas passer du temps à traiter du flux
et pour ne pas apporter de valeur ajoutée. Parce qu'in fine, le client, si vous êtes chef d'entreprise, in fine, le client chef d'entreprise, lui, que ses déclarations elles soient justes, ça en fait il le voit qu'une fois en cas de contrôle. Exactement. Il le sait pas. Après, au cas de contrôle, si c'est faux, il va gueuler. Mais ça, voilà. Il y a que l'administration fiscale qui devient juge du travail qui a été fait par l'expert comptable. Oui, Oui, pardon. Oui. Après, pour rebondir à ce que vous disiez, oui, le cabinet doit avoir une vision. Oui, le collaborateur peut gérer, peut passer de 30 dossiers à 200 dossiers, mais le cabinet doit se remettre en question et se dire ok, on va faire du conseil, très bien, mais le collaborateur doit avoir une rémunération variable, c'est-à-dire qu'il doit avoir un fixe pour les missions traditionnelles, comme je disais tout à l'heure, et un variable pour les missions complémentaires. C'est-à-dire que si le collaborateur ne se sent pas concerné, je vois pas pourquoi le collaborateur va se dire bon, ben, je vais développer le chiffre d'affaires du cabinet, alors que ma situation personnelle ne changera pas. Donc je sais qu'il y a certains cabinets, 5 ou 10%, qui sont dans cet esprit-là, mais beaucoup malheureusement se disent on va continuer à facturer nos missions traditionnelles à 200-300 € par mois, facturer les missions de conseil à 200-300, et les collaborateurs, eh ben, dès qu'ils en ont marre, ils partent, et ben, il y en a toujours, et ainsi de suite. C'est la vision salariée. Pardon ? Ça, c'est la vision plus salariée qui veut sa com à la fin du mois. Ça, c'est la vision du salarié qui veut sa com à la fin du mois, parce qu'on a tous été salariés. Et sans les salariés, les entreprises ne sont rien. Et moi, aujourd'hui, je suis salarié encore même je suis salarié pendant encore 2-3 mois. Demain, je serai expert comptable. Et dans quelques mois, peut-être invité par pour échanger sur le sujet. Et je serai à votre place. Et du coup, je me dirais, oui, il faut notre satisfaction, c'est le bonheur de nos clients. Nos clients, on peut leur apporter de la satisfaction si et seulement si on a une équipe, d'abord, qui sait maîtriser les outils que Conto peut mettre à notre disposition, et surtout leur dire, allez, utilisez ces outils, à la fin du mois, on va vous donner une petite com. C'est-à-dire que les collaborateurs ne devront plus avoir de fixe, devront avoir un variable tous les mois. La prime bilan, on oublie. Pourquoi donner 4-5 000 € au mois de juin et pas donner 400-500 € tous les mois? Au moins il est content, et si vraiment il performe, maintenant il donne 10 000 en plus. Vous voyez? Moi c'est comme ça que je vois l'avenir. Sinon ça va être très très difficile. Aujourd'hui les entreprises n'arrivent pas à recruter. Il y a deux choses. Moi je voudrais juste revenir 2 secondes sur la notion de conseil. Bon, ça fait 20 ans, voire 30, qu'on dit que la profession doit faire du conseil. Moi, je suis méfiant avec ce concept de conseil, ça dépend ce qu'on met derrière. Du conseil, ce que j'appelle vraiment du conseil, donc une mission exceptionnelle, non récurrente, souvent à forte qualification, à très forte valeur ajoutée, etc. Les collaborateurs, il y en a 98% qui n'en feront jamais. Et les experts comptables, il y en a 70% qui n'en feront jamais non plus. Donc il faut se détendre avec le conseil à forte valeur ajoutée, parce que la gestion de patrimoine, personne n'en fera. Enfin, ceux qui ont fait le DU à Clermont-Ferrand, et puis qui se sont formés pendant 10 ans, et ils commencent à en vivre, et encore, ils en vivent. Enfin, moi je connais quelques cabinets qui sont très renommés sur la place là-dessus, ça paye leur resto et leurs cigares, et encore à tout casser. Donc il y a vraiment, en revanche, tout ce qui est accompagnement, ce qu'on appelait... Pour le chef d'entreprise, voilà, c'est-à-dire donner des visions et anticiper, parce que c'est pas au moment du bilan qu'on va dire ah oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ben non, c'est 6 mois avant qu'il faut anticiper les investissements pour arriver à des situations optimisées en fin d'année. Mais ça, c'est ça que j'appelle le conseil. Voilà, alors ça serait, moi j'appelle ça accompagnement, alors on joue un peu sur les mots, mais c'est l'histoire de se dire que, et même c'est un accompagnement, tous les collaborateurs n'en feront pas. Et donc on va avoir des cabinets, je pense, qui vont être effectivement, on va avoir des profils beaucoup plus différenciés de collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui vont rester sur la prod, mais qui vont faire de la prod avec des outils plus intelligents, plus performants. Parce que moi, je suis client, je ne veux pas payer pour l'alias. Je ne veux plus payer. Et l'idée, je paye cher, et puis j'ai un conseil, mais qui est pas identifié, il y a de la valeur ajoutée, mais je ne sais pas la reconnaître parce qu'elle n'est pas facturée, elle n'est pas vendue, elle n'est pas mise en avant, etc. Moi, je veux payer pour un truc que j'identifie. Et en tout cas, ça ne sera sûrement pas pour faire l'alias ou pour gérer mes notes de frais. Et donc du coup, il va y avoir, je pense, des profils de collaboration beaucoup plus variés dans les cabinets, et bien sûr que oui, il va falloir avoir des modes de fonctionnement différents envers les collaborateurs. Mais alors ça, pour les cabinets, c'est une révolution, parce que aujourd'hui, tous les cabinets du même niveau sont payés pareil, ils prennent tous 2% par an, et on ne change rien, etc., etc. Donc il va falloir changer effectivement les modes de fonctionnement des cabinets, mais quand je disais tout à l'heure, il faut faire une stratégie pour savoir
qui on vend, à qui et avec qui, c'est exactement ça, quel type de compétences j'ai besoin. Et puis on pourra avoir des collaborateurs qui vont faire de l'accompagnement sans être des brutes en compta. Ils ne seront peut-être même pas comptables du tout, j'en sais rien, je ne sais pas dire, mais ils auront les données, et puis ils feront de l'accompagnement avec ça. D'autres feront du conseil un peu différencié, plus haut de gamme, je ne sais pas. Mais il y aura en tout cas des profils beaucoup plus différenciés, je pense. Et oui, il faudra les inciter avec... Ouais, moi, je vais rejoindre Wahid parce que c'est des sujets dont on aborde tous les deux. En fait, c'est bien de parler du cabinet digital de demain, donc effectivement, je suis à la technologie. Mais en fait, il ne faut pas non plus oublier que le cabinet digital de demain, il va forcément aussi changer les profils des collaborateurs. Ça paraît être une évidence. Vous parliez effectivement que peut-être demain, il y aura même des vrais comptables. Et moi, là-dessus, je vous rejoins parce que je pense que les profils qui vont venir, ils n'auront plus besoin de savoir quel est le numéro du compte, ils n'ont rien à faire parce que les logiciels seront capables de leur dire. Par contre, ils seront vraiment beaucoup plus pointus pour être capables de traiter de la donnée et de comprendre ce qu'elle veut dire et donner du sens pour l'expliquer aux clients. Donc c'est sûr et certain qu'on va avoir un vrai changement, en tout cas au niveau des profils des collaborateurs à venir. Et bien entendu, vous aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, vous souhaitez absolument avoir du conseil de la part des collaborateurs, mais si aujourd'hui, dans la manière de gérer, on essaye pas de motiver un peu les collaborateurs à aller au-devant des besoins du client. Ça, c'est un problème de management plutôt. Ils le feront pas. Ouais, mais on est en train de parler du cabinet digital de demain, donc en fait tout ça fait partie parce qu'en fait il ne faut pas croire que le cabinet digital c'est juste on va avoir un flux sur internet avec une page web, c'est tout ce que ça va avoir comme impact par derrière. Aujourd'hui, dans un cabinet classique, vous aurez éventuellement un collab qui va venir voir. Mais déjà, quel que soit le métier, il faut incentiver ses collaborateurs. En fait, Oui, c'est ça. C'est même pas lié à la comptabilité. Si tu veux avoir des gens performants, il faut les incentiver. Mais nous, le cabinet comptable, il était quand même particulier. Enfin, je veux dire, c'est un milieu très particulier quand même, la mentalité. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est... Justement, il faut essayer de sortir de cette logique. Justement, ouais, mais je pense qu'on va y arriver par le digital. En fait, on n'a pas le choix. C'est juste qu'on n'a pas le choix. Sur la partie, là en fait, ce que vous parlez, c'est la conduite du changement. La conduite du changement, sans mettre toutes les parties prenantes, et évidemment la partie RH, c'est la partie prenante la plus importante de la conduite du changement, ça ne marche pas. Et donc d'ailleurs, en fait, ça oblige à revoir tout le mode de management. La plupart des startups qui se lancent, l'ensemble des salariés ou des parties prenantes sont incentivés, prennent des pourcentages, des petits PCE. C'est même pas une question de cash ou d'argent, c'est une question de refonte complète des modes de travail et des fonctionnements, en termes d'autonomie, en termes de gestion ou autre, et on est à des années-lumière du cabinet traditionnel aujourd'hui en termes de management. Et effectivement, là, pour un cabinet traditionnel qui a déjà une existence certaine, qui a déjà 20-30 collaborateurs qui sont présents depuis, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'années, son principal problème, c'est pas la technologie, hein. Ça va être de mettre en place la conduite du changement. Ça va être du coup, comment je vais faire basculer tous ces personnels qui ont, avec cette fameuse prime de bilan, où tout ça, en fait, tout est dépassé, pour en fait derrière les incentiver, faire en sorte qu'ils restent, les former. Sur la question comptable, effectivement, il y a un certain nombre d'écoles. Là, je sais par exemple que le NES va faire une formation en test sur la partie data scientist. Et donc, du coup, ils vont mettre des comptables, ils vont leur apprendre à former sur le métier de traitement de la data. Parce qu'effectivement, un numéro de compte, ce ne sera plus ça le problème. Le problème, ce sera d'aller traiter la donnée, d'avoir savoir comment ça marche, d'avoir des bases de programmation, de Python, toutes ces choses-là. Et donc, l'idée, c'est, en fait, ça va être d'accompagner tous les collaborateurs, donc les nouveaux comme les anciens, sur la conduite du changement. Et ça passe par la formation, ça passe par la redéfinition complète de la stratégie du cabinet. Et sans ça, en fait, n'importe quel projet d'entreprise, quel qu'il soit, meurt. Enfin, ça ne marche pas. La réussite d'une boîte aujourd'hui, elle ne tient que par les hommes. Donc forcément, si on veut qu'ils soient incentivés, il faut les faire venir sur une vision, sur un projet, sur un certain nombre d'éléments. Enfin, aujourd'hui, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Et c'est pas parce qu'on est expert comptable qu'on est dans une cage de verre et qu'on n'a pas besoin de voir tout ça. Alors, on est obligé de le faire. Sinon, on va dans l'humain. Enfin, c'est ma vision en tout cas. Enfin. Oui, l'idée, je sais que l'Ordre de Paris a monté un programme comme ça pour faire évoluer voilà, exactement, le programme école qui se base sur une plateforme qui a été construite par des professionnels des sciences cognitives. Et l'idée, c'est effectivement, pour le résumer, si on voulait le résumer en une phrase, c'est de les sortir, de les déconstruire, de déconstruire leur vision comptable et de reconstruire une vision entreprise, quoi. Et alors, c'est un vaste chantier. La bonne nouvelle, c'est que ça marche, quoi. Quand les gens sont motivés et quand ils ont des projets et quand le cabinet les supporte, quand je dis le cabinet, c'est quand les associés et les experts comptables jouent le jeu et effectivement font changer leur manière de faire, effectivement leur font un peu confiance, effectivement leur libèrent du temps
hors prod pour faire autre chose, etc. Ça marche, ça prend du temps, mais ça marche parce qu'ils sont motivés. Moi, pendant très longtemps, l'essentiel de nos formations, elles étaient à destination des experts comptables. Et on avait ce discours, on leur disait, ouais, bon là, tout va changer, machin, etc. Et ils disaient, ouais, non, mais ça c'est bon, on a compris, mais et nous, on est moteurs, mais alors les collabs, c'est vraiment des boulets, quoi, tu vois, bon. Ça semblait un peu bizarre un peu manichéen comme approche. Et en fait, maintenant, comme on accompagne beaucoup des collaborateurs, on a beaucoup de collaborateurs qui nous disent, non, mais c'est bon, on a compris vos trucs, ok, il faut qu'on bouge, mais nous, c'est nos experts, quoi. Les experts, ils veulent pas trop changer, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué, parce que vous allez devoir le faire tous ensemble, mais va falloir trouver les collabs moteurs motivés avec des experts moteurs motivés et qui laissent un peu faire et qui acceptent de faire différemment et puis de donner un peu les clés du camion à des simples collaborateurs. Je mets 12 000 guillemets dans le truc, mais il y a quand même un peu cette dimension-là dans la profession qui est quand même encore très pyramidale. Moi je rebondis, je reviens, on a beaucoup parlé de l'humain, c'est très intéressant parce que effectivement vous l'avez identifié, une grosse partie prenante, mais vous parliez tout à l'heure des outils, un outil va aller à une typologie d'entrepreneurs, pas un autre. Comment finalement on lie les collaborateurs, les outils, et on apprend aux collaborateurs à identifier aussi quels outils, parce que les associés les connaissent c'est une chose, ensuite Wade nous disait qu'effectivement il y avait une notion d'incentive, mais déjà comment on fait pour qu'ils en prennent connaissance, qu'ils les maîtrisent, etc. selon vous? Pour faire adhérer en fait les collaborateurs sur des démarches de déploiement en fait d'outils, que ce soit côté interne ou côté avec les clients, en fait la meilleure solution c'est de les mettre en situation. En général, un outil qui a été utilisé par un collaborateur, s'il a compris comment ça marchait et s'il a compris l'intérêt, il va le déployer de lui-même à tout son portefeuille dès qu'il a pigé le truc, et c'est pareil en interne sur tous les outils. Alors après, effectivement, ça bouge beaucoup, donc en fait, il faut faire énormément de veille sur tous les outils qui sortent. Il faut aussi essayer de tisser des partenariats avec ces outils, parce que c'est impossible d'être omniscient aujourd'hui. Même sur un groupe de ma taille, on a beaucoup internalisé, mais on cherche aujourd'hui à s'ouvrir au maximum à tous les outils qui sortent pour avoir en fait les meilleurs à l'instant T et être capable de les interconnecter. Parce qu'en fait, la vraie valeur ajoutée sur un système, en tout cas comptable performant aujourd'hui, c'est l'interconnexion de tous les outils spécifiques métiers, donc approche verticale, c'est d'être capable de les interconnecter, de les faire communiquer avec nos systèmes et nous après de délivrer de la compta en temps réel. Ça c'est le trend qui est en train de se passer effectivement, c'est de passer du cabinet traditionnel, méthodologie classique, au cabinet traditionnel un peu figital qui va avoir une capacité d'ingérer la donnée le plus rapidement possible, la traiter pour faire de la compta propre et donc d'avoir du temps réel qui va se restituer, que ce soit en partie ça, c'est-à-dire le tableau de bord avec le KPI à jour, mais aussi donc, coup, avec un collaborateur qui va être capable de vous appeler une fois tous les 2 mois pour dire voilà, moi j'ai vu le KPI qui a bougé, là il est en train de se passer un truc, voilà. C'est ça. Donc, ça qui marche. Donc, voilà. En fait, de mettre un petit peu d'intelligence artificielle, de big data dans ces outils pour que quand on voit des phénomènes qui se passent qui ne sont pas entre guillemets normaux, qu'il y ait des alertes qui se passent au niveau du collaborateur, du cabinet comptable, qu'il appelle le client en disant voilà, j'ai vu que vous avez fait progresser de façon significative votre trésorerie ou j'ai vu que machin, donc attention pour ça, que tout de suite il y ait les bons réflexes derrière quoi. S'il y a ça qui augmente, alors derrière faut faire attention à ça. Enfin, voilà, tout est un petit peu lié en comptabilité. Donc je pense que c'est ça qui manque, c'est de voir des choses qui évoluent et derrière d'avoir le discours qui va bien, parce que le chef d'entreprise, lui, parfois il a la tête dans le guidon, il est sur sa progression, sur sa stratégie, il ne fait pas vraiment attention à ses indicateurs comptables. Et donc l'expert comptable, pour moi, il doit apporter le conseil par rapport à ça et dire voilà, vous avez ça qui se passe, donc moi je vous conseille ça ou ça, ou ça ou ça, et qui pose après d'autres questions pour creuser, faire un peu son médecin et derrière délivrer un diagnostic avec des hypothèses. Voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'il faudrait faire la comptabilité de demain. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les chefs d'entreprise sont très associés donc avec ces nouvelles technologies à la saisie de la comptabilité. Donc en fait, on monte en compétence sur la comptabilité, alors que ce n'est pas notre métier d'origine, par la force des choses, mais il nous manque après le conseil et l'expertise qui va avec. Alors juste pour rebondir, effectivement, par anticipation, on sait que ça va se passer comme ça. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça va être à 5 ans, à 10 ans, mais le cabinet de demain, effectivement, il fera de la compta temps réel. Si on fait par contre le tour de toute la technologie disponible pour les experts comptables, c'est pas encore possible aujourd'hui pour un cabinet, sauf s'il a vraiment fait une stratégie très ciblée sur un cabinet avec des développements spécifiques,
de proposer ce service, de temps réel plus conseil temps réel. Ça, c'est technologiquement pas possible avec les outils du marché. C'est technologiquement possible, par contre, avec l'état de l'art de la recherche, donc effectivement, faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle sur le data lake, etc. Ça, on est capable de le faire, mais à l'état de l'art, et ça va se déployer sur les années futures. Mais ça n'existe pas aujourd'hui de cabinet global qui est capable de faire ça sur tous les segments, à mon sens. Moi, je suis d'accord sur la partie, effectivement, l'utilisation des outils, c'était un peu la philosophie lorsqu'on avait lancé la plateforme des outils numériques sur la question de la veille digitale. Comment on fait quand on est un expert comptable, peu importe le nom qu'on soit, mais justement qu'on soit même une grosse structure, pour un peu avoir cette veille technologique sur tous les outils qui existent. Et nous, on était parti du constat, alors d'expert comptable de Paris, de dire en fait, cette veille, elle ne peut être que collaborative. Aujourd'hui, un expert comptable seul ne peut plus, même s'il est en veille, même s'il est actif, même si aujourd'hui je suis obligé de benchmarker tous les outils qui existent, c'est impossible. Et en fait, il y a des solutions qui sortent en permanence. Il faut les tester, il faut les faire tester par les collaborateurs et pas par les associés. Surtout pas. Ouais, Voilà. c'est important, c'est les collaborateurs qui testent ces outils, et ceux qui sont en contact avec les clients, ceux qui vont faire les retours. Alors souvent, les experts comptables ont du mal à comprendre cette logique-là. Et donc derrière, l'idée c'était d'avoir un peu cette veille collaborative qui permet de dire ok, on a testé tel outil pour tel secteur, pour telle activité, ça marche pas, pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Et donc derrière, le fait d'intégrer tous ces outils, ça a aidé dans le choix de la sélection des process. Et derrière, effectivement, si on veut aller sur du temps réel ou sur les différents secteurs, ce qui a permis depuis quelques années d'aller vers cette logique de temps réel, c'est très clairement ce qu'on appelle l'ouverture de l'ensemble des solutions sur un mode des API. En gros, tous les éditeurs logiciels aujourd'hui sont en train de s'ouvrir pour permettre en fait, d'interconnecter différentes solutions qui n'ont strictement rien à voir. L'outil unique traditionnel, effectivement, que tout le monde cherchait, et je peux le dire parce que je suis complètement là-dessus, je considère qu'ils ont sclérosé la profession pendant des années. CGI et Sage ont verrouillé complètement l'innovation, parce que leur stratégie, c'était la stratégie Microsoft des années 80-90, qui était de dire c'est simple, dès qu'il y a une innovation, il faut qu'on soit propriétaire, ça soit enfermé dans le système. Et donc le monde actuel aujourd'hui du développement logiciel et de toutes les méthodes qui ont été mises en place, c'était de dire non, en fait on a un outil, il faut qu'il soit le plus ouvert possible, tout le monde peut s'interconnecter dessus. C'est pas parce que je fais un CRM et de la newsletter et que j'ai un chat que je peux pas interconnecter un HubSpot, un Mailchimp et je sais pas, un Intercom. En fait les trois potentiellement font des choses différentes en termes d'outils, ou similaires, mais en fait les trois sont capables de s'interconnecter. En fait c'est ça aujourd'hui la vision des outils et du cabinet en termes de choix d'outils, de trouver, on a une solution de base métier qui doit être la production des liasses, qui doit être plus ou moins automatisée, et derrière sur les tests des outils, et on parlait d'état de l'art, c'était ça, c'est en fait il faut que tous les outils, qui soient pour les différents secteurs d'activité, puissent en fait avoir une aspiration en temps réel des données. Effectivement, Conto, on connaît bien parce qu'ils ont justement sorti une API, mais c'est la logique de toutes les fintech aujourd'hui du marché, de dire en fait dès qu'on va développer une solution, on se met tout de suite en API. Voilà. Nous en fait on a travaillé dessus sur Akazi, c'est absolument pas en termes de stratégie de développement un intérêt de se mettre en API, mais en fait dès le départ on s'est dit ok en fait on va se mettre en API, on ne sait pas pourquoi, mais en fait c'est juste que c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui il faut être capable d'être ouvert, pouvoir s'interfacer avec tous les outils possibles. C'est ça l'idée. Oui. Oui, mais aujourd'hui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des gens qui arrivent à s'interconnecter avec des applis, parce qu'effectivement tout ça, on voit bien que c'est ça qu'il faut faire, mais aujourd'hui on est bloqué par ce que tu disais, parce que vous disiez sur le fait que les éditeurs eux-mêmes bloquent tout. Donc, on avait beau imaginer tout ce qu'on veut comme pont et compagnie, on revient à la bonne vieille recette de l'export et compagnie. C'est abominable. Mais aujourd'hui, comment on fait? Il y a certains éditeurs qui ont pris ce biais de s'ouvrir. Je peux pas leur faire de la pub là, mais j'en vois pas beaucoup. Mais je vous dirais, regarde, effectivement, il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui sont capables. Mais de toute façon, on sait que dans Sage, c'est dans sa stratégie. Voilà. Ils sont en train de développer un outil, sauf qu'aujourd'hui, il faut d'abord qu'ils prennent le biais de tuer leur rente, exactement, de tuer leur rente actuelle, et de développer. En Angleterre, ils ont propulsé un des outils qui permet, qui est connecté en API. En Angleterre, parce qu'il y aura une concurrence, ça peut exacerber. Forcément, mais on sait très bien, ils sont partagés le marché en France. Nous, on est derrière. Oui, bien sûr. Mais effectivement, derrière, c'est pour ça que je disais la compétence, enfin le besoin primaire d'un cabinet, la couche métier la plus importante, c'est la partie, pour l'instant, production comptable et fiscale. Il faut être capable d'intégrer de la donnée et de recracher une liasse fiscale, avec des contrôles derrière qui vont de ce point de vue-là. Effectivement, si d'ailleurs on veut interconnecter plein d'outils, il faut être capable de passer par différentes solutions. Par des web services.
Et pourquoi Kunto, vous demandez par exemple, enfin vous proposez à vos clients, parce que moi je suis client Kunto, de mettre la pièce jointe, en fait, et dans quel but derrière? Parce que moi je le mets dans mon logiciel d'écriture, mais pourquoi vous demandez, enfin vous proposez cette fonctionnalité de mettre la pièce jointe sur l'opération, ça sert à quoi derrière? Gérer des factures qui sont confidentielles. Ouais, non, ça va vous servir si votre expert comptable veut les récupérer, d'avoir ces pièces-là. Et dans vous les récupérez comment en fait? Via des exports. D'accord. Sur l'accès comptable. En fait, sur Kunto, si vous ouvrez un accès à votre comptable, il peut venir physiquement sur votre compte, sur votre interface, et en lecture seule, récupérer les opérations et les pièces. On va dire qu'on est plutôt dans une récupération traditionnelle, et pour les plus avancés, via notre API, justement, on met à disposition ces justificatifs, ce qui permet de créer des ponts pour qu'en fait ces justificatifs, via des appels entre logiciels, soient remontés dans les outils comptables, et qu'en fait vous, au moment où vous payez, vous avez la notification, vous preniez en photo le justificatif et qu'il aille directement dans votre outil de gestion, votre outil comptable ou l'outil même de production de l'expert comptable. Parce que moi en l'occurrence j'ai Kunto qui est interfacé avec Contastart, mais du coup des deux côtés je devrais mettre la pièce jointe. Donc j'ai vu que vous n'avez pas créé la vraie API entre les deux pour l'instant. C'est-à-dire que si je mets la pièce chez vous, ça n'arrivera pas sur mon Contastart, voilà. Donc, mais la stratégie est clairement d'y arriver. On sent que c'est pareil, quoi. Ouais. Ça va fonctionner. Et c'est la après, stratégie ça parce que Kaizen, mais sur Akazi, c'est ce qu'on a fait. Sur Akazi, l'API Kunto, on l'a intégré complètement. Et donc les utilisateurs de Kunto et d'Akazi ont la possibilité en fait de mettre la pièce justificative dans Kunto. Et vous la récupérez dans votre... Elle est tout de suite embarquée dans automatiquement, elle est embarquée dans l'app, elle est traitée chez nous et nous permet de ressortir les KPI en temps réel, traité de la facture. En fait, pour être complet, pour nous, il n'y a pas vraiment de sujet. Est-ce que l'utilisateur préfère, notamment Contastart, vous devez avoir une application pour prendre en photo les justificatifs ou les mettre sur votre interface? Oui. La vraie question, c'est pas est-ce que vous utilisez plus l'un ou l'autre. En fait, à partir du moment où Kunto vous propose cette fonctionnalité, et que nous, ça peut avoir de la valeur parce que c'est au moment où vous payez que vous pouvez le faire, ce qui n'est pas le cas forcément, puisque vous n'avez pas la notification avec alors non, je ne pensais pas à ça, je pensais pas au moment où on payait, je pensais au moment où ça arrive sur le compte, ça a été débité, et que là, enfin pour les virements par exemple, on vous demandait de mettre la pièce jointe qui correspond pour un virement de compte. Ouais, bah c'est aussi, enfin potentiellement, pour que cette pièce elle remonte. Mais en fait, l'idée c'est pour que la chose soit pertinente, il faut que sur 10 justificatifs, vous en ayez 10, même s'ils viennent de 3 canaux différents. Et c'est aussi ça l'intérêt d'interconnecter, comme disait Jonathan, et qu'à un moment, en fait, tout ça se parle en bonne intelligence pour que, quel que soit l'outil utilisé, tout ça soit centralisé. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les outils? Parce que finalement, donc, on parlait beaucoup de temps réel, d'informations financières, mais est-ce qu'on n'attend pas aussi les cabinets, les collaborateurs sur d'autres outils? Tu as cité Jonathan, Intercom, des CRM. Est-ce que finalement il n'y a pas aussi aujourd'hui cette multicasquette, pousser un bon outil de gestion, être pertinent avec son outil de production, c'est stratégiquement normal pour un cabinet, mais notamment on pense à Slack aussi, qui est un outil de messagerie qui se développe petit à petit, c'est très peu répandu dans les cabinets, mais est-ce que finalement à un moment l'expert comptable n'est pas celui qui va devoir dire utilisez ci, utilisez ça, même tous les jours, pour d'autres applications, parce que vous serez pertinent et tout ça finalement se connecte. Effectivement, c'est dans la logique de la conduite du changement. Si on veut mettre en place la transition numérique chez les experts, chez les clients ou dans nos cabinets, on est obligé d'utiliser un certain nombre d'outils. C'est vrai, quand je donne des conférences auprès d'experts comptables, je leur demande à chaque fois combien sont équipés d'un CRM. Un vrai CRM. Effectivement, là, je ne sais pas si on fait un sondage, on lève la main. Ceux qui sont experts comptables, qui a un CRM dédié à son activité pour pouvoir traquer tout le flux de ses clients. Voilà. Et encore, je pense que vous allez faire gonfler les stats par rapport aux conférences. Les autres, ils ont Excel. Si on se met sur une salle de 500 ou 600 personnes, vous êtes deux aussi encore, je pense. Non, mais effectivement, la logique derrière sur la conduite du changement, derrière d'utiliser tous les outils, c'est pas seulement s'arrêter aux outils de production et de gestion, mais c'est aussi de permettre d'utiliser tous les outils de communication, que sont les CRM, que sont les outils de messagerie, de Slack et de chat en temps réel, de gestion de projet, de Trello, de Jira, d'Altasia, enfin ce que vous voulez. En fait, globalement, c'est que derrière, vous êtes obligé de vous adapter à un peu un environnement agile en termes de production qui vous oblige à avoir un certain nombre d'outils, et notamment sur la partie CRM, c'est un des besoins en fait qui, quand on est une entreprise
de service et qu'on commence un peu à se structurer indépendamment d'être expert comptable, c'est quasiment essentiel d'avoir un CRM. On est obligé de suivre les demandes de ses clients, on est obligé de suivre les propals, on est obligé de suivre les relances, les devis, on est obligé de traquer un peu l'historique des clients, savoir quel client a lu un mail, à quel moment, quand, à quel moment le relancer. Ça paraît un peu, on va dire, standard quand on se lance sur une activité. En tant qu'expert comptable, ça aujourd'hui, personne ne le fait. Et pour toi, c'est la solution pour encore mieux accompagner les clients finalement. Ah, mais parce que tu es au cœur de leurs problématiques dans ton propre cabinet. Derrière, ça permet déjà de se différencier aujourd'hui. De tracer aussi les... Il y a une question de la différenciation, ça me permet d'améliorer le temps réel et la qualité de l'information qui est donnée. Ça permet de retracer aussi l'historique de l'ensemble des flux qui ont été donnés par ses clients, peu importe le collaborateur. On est capable de suivre qui a envoyé quoi, quand, à quel moment et quelle info a été donnée. Et ça permet vraiment de donner de la valeur ajoutée aux clients. C'est ça, très clairement. Aujourd'hui, le CRM, c'est un outil phare. C'est clair. Mais sauf que, alors je suis d'accord sur le principe. Après, le problème, c'est que ça prend effectivement je suis convaincu du fait qu'effectivement, l'expert comptable, il a un rôle à jouer dans la transition numérique de ses clients. Et quand on interroge les clients, ils sont 80% à le dire. Aujourd'hui, ça semble un peu plus compliqué à mettre en œuvre parce que ça prend pour les experts comptables d'accepter de faire différemment, de travailler différemment, de changer d'outils régulièrement, de ne pas avoir un truc. Enfin, moi, je sais, les cabinets que j'accompagne, assez souvent, on essaye de les mettre effectivement sur Trello, Planner, pour pouvoir gérer leur projet de façon un peu efficace, un peu différente, un peu. Au final, sur Trello, il ne se passe rien. On leur envoie un mail, ils ne répondent pas parce que c'est la saison, on n'a pas le temps. Au final, on leur téléphone. Enfin, je veux dire, on leur téléphone depuis le samedi matin parce qu'on est tranquille pour savoir que c'est le seul moment où ils sont dispo. Mais parce qu'il y a ce côté, et ça c'est vraiment un des problèmes de la profession, ce côté le nez dans le guidon en permanence. Un moment, si on veut faire différemment, si on veut mettre en place de nouveaux process, que ce soit en termes de ressources humaines, de management, de stratégie, de marketing, de relations clients, etc., il faut se sortir la tête de l'eau, il faut sortir de la prod un petit peu et se laisser du temps. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas des métiers où le chef d'entreprise, il est à 80%, 90% dans la prod, quoi. Ça ne peut pas exister, c'est juste pas possible. Il faut avoir du temps pour tester, pour gérer, pour faire différemment, et ça c'est pas facile, ça. Parce que non, mais ça va plus vite si je le fais comme ça, quoi. Avec Excel, je vais faire, ça va vite, quoi. Et si les experts comptables sont un moteur là-dedans, les collabs, c'est pas eux qui vont être contents. Je dis ça, je dis rien. Oups. Pierre, une réaction à ça ou... Oui, non, mais oui, sur les outils, alors là, on a brassé deux sujets. Donc le CRM, c'est-à-dire la ligne commerciale qui s'accompagne avec l'accompagnement des ressources humaines et le challenge des ressources humaines sur la partie commerciale. Et effectivement, tous les autres, la Trello, Slack, etc., c'est-à-dire tous les outils qui sont complètement mainstream pour la plupart d'entre vous en tant que start-up, voilà, si on accompagne nous en tant qu'expert comptable une start-up, effectivement, elle va être super contente si on dit qu'elle peut communiquer via un channel sur Slack, elle va être ravie si elle a un chatbot qui est capable de lui répondre sur une question de gestion ultra basique, sans avoir à solliciter un collaborateur et donc être capable de répondre à une manche, par exemple. Mais voilà, tout ça c'est très mainstream. Effectivement, c'est juste la culturation qui est en train de se faire, le brassage entre les clients, les cibles clients, et donc il faut être au même niveau que ces clients si on veut pouvoir les accompagner. Donc effectivement, si on a une population de clients vieillissante qui est pas très au fait de tout ça, c'est peut-être pas grave, mais demain ce sera grave parce que ça va changer. Voilà. Ok. Et pour revenir un peu aux bases, concrètement, finalement, comment on fait pour faire bouger les choses, par quoi on commence, selon vous, si vous aviez par quoi on commence, je dirais, alors là aussi c'est pareil, c'est un peu un chiffon rouge dans la profession, je dirais on commence par se mettre en sureffectif pour avoir un peu de temps, quoi. Donc ça c'est pas bien ça. Ah non, ça, je reconnais 2-3 vrais experts comptables, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas l'idée. Mais parce qu'il faut qu'on gagne du temps à tous les étages, à tous les niveaux. Et puis c'est effectivement enfin, je ne fais que me répéter, mais de effectivement définir une stratégie, définir une cible, d'avoir un projet qui soit cohérent, et puis d'accepter de refuser des clients. Je ne parle pas encore d'en virer. Je suis sympa avec vous ce soir, c'est le début de la semaine, etc. Mais déjà de ne pas en accepter, quoi. Dès qu'ils ne rentrent pas dans le modèle, c'est pas grave si on a un client qui ne rentre pas dans notre modèle. C'est pas grave. Si on sait précisément
qu'on va trouver d'autres clients qui vont rentrer dans notre modèle, quoi. Mais le client n'est pas rentable et nous, on n'est pas bon. On ne peut pas l'accompagner bien parce qu'on ne sait pas faire. On sait pas... Nous, on est organisé, processé pour bien accompagner les assos dans la compta et au-delà. S'il y a un BNC médical qui déboule là-dedans, on est mauvais. On est mauvais. Trop cher, mauvais. Donc, on commence par gagner du temps. Par se donner du temps. On trouve le moyen de le faire. Moi, je vous rejoins totalement. Et, alors, du coup, même sur la gestion du temps, la fameuse gestion des temps dans les cabinets d'expertise comptable, les feuilles d'Excel remplies avec X heures par client, etc. Chez Inexpert, on a carrément brûlé ça. Le système est complètement out. On ne fait plus de gestion des temps. C'est-à-dire qu'on a carrément poussé le challenge jusqu'à dire bon, une mission, c'est effectivement sur 12 mois, telles étapes. Okay, il y a un fil d'Ariane, un conducteur. À l'instant T, on est capable de dire où en est la mission et donc de détecter si la mission elle part de travers. Et donc comme ça, on économise du temps et plus dans notre temps. C'est un premier truc. Et ce temps-là, effectivement, après, il faut l'investir sur des tentatives. Il faut faire des essais. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas chercher la rentabilité à tout prix, ce qui est assez compliqué pour un expert comptable, parce qu'ils adorent progresser, mais surtout si c'est autofinancé et si ça coûte pas cher. Voilà. Donc effectivement, je pense que c'est effectivement ce système d'essai, échec, apprentissage, qui dans le coup est aussi un des sujets très mainstream quand on est dans le milieu des startups, mais qui est complètement à l'opposé de la culture traditionnelle d'expertise comptable. Donc en fait, se dégager du temps, je reviens là-dessus, essai, échec, apprentissage, et tenter les choses, recruter des collaborateurs aussi qui changent un peu la donne. Juste un tout petit point, sur la question de gagner du temps, alors oui, de se libérer du temps, oui, évidemment, mais il y a quand même quelque chose qui est vraiment super important, c'est que ce temps, il faut savoir précisément à quoi on va l'utiliser. D'où la nécessité d'avoir un projet de cabinet, les missions qu'on va développer, les clients qu'on va prospecter, etc. Parce que si vous libérez du temps sans avoir ces objectifs, il va se passer, loi de Parkinson, ça va se vérifier à 100% des cas, tout le monde dans le cabinet va occuper le temps. Loi de Parkinson, c'est si vous avez 20 heures pour faire une mission, vous mettez 20 heures, si on vous donne 30, vous mettez 30, et si on vous donne 40, vous mettez 40. Si vous leur donnez 20 heures pour faire une mission, d'un coup, enfin 40, ils n'en ont plus que 20, pendant les 20 autres, ils vont vérifier les calculs du logiciel, ils vont... Faire des Facebook. Ouais, moi j'allais même pas jusque-là, mais de se dire, ils vont occuper le temps. Quoi. Donc c'est vraiment la nécessité de se libérer du temps, mais de savoir à quoi on va utiliser le temps. En amont, d'où mon projet stratégique du tout début. Je suis d'accord avec ce que vous dites. La première des choses à faire, c'est effectivement se dégager du temps. Mais derrière, en fait, c'est un peu paradoxal parce que les experts comptables, on est censé être plutôt bons en économie et assez pragmatiques sur la démarche de création, de construction d'une entreprise. Et n'importe quel business, quel qu'il soit, on doit d'abord investir avant de dégager les fruits de son travail. C'est un principe de base, normalement. La plupart de nos clients, ils investissent, ils font des tests et au bout d'un moment, ça commence à marcher. Il y a de la rentabilité qui est là. C'est une décision de choix d'investissement. Donc ils analysent un peu, ou alors ils le font au doigt mouillé. Mais nous, en tant qu'experts comptables, par définition, on n'a pas le temps de s'appliquer cette stratégie, de dire si je veux améliorer la rentabilité, le développement, le bien-être, arrêter de passer du temps, améliorer l'équilibre pro-perso, nécessairement ça passe par une stratégie d'investissement, c'est-à-dire se mettre en sureffectif, donc du coup investir, diminuer certes sa rentabilité, ou arrêter, couper des clients, donc couper du chiffre d'affaires, diminuer, voilà. C'est-à-dire c'est une logique d'investissement. Après ça marche pas, il ne faut pas aller dans le mur. Mais donc ça en théorie on est censé être pragmatique, on est capable de détecter nous chez nos clients si on a l'information en temps réel, s'ils vont dans le mur ou pas. Il faudrait se l'appliquer aussi également à nous et se dire que il faut prendre du temps et derrière tester des choses, ne pas avoir peur de se planter, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il faut se voir comme un entrepreneur et pas comme une sacro-sainte profession réglementée qui est complètement, on va dire, à l'antithèse de l'économie et hors du monde réel. Et aujourd'hui, n'importe quelle profession réglementée reste quand même encore plus dans le monde réel. Le cœur là c'est le cœur, à mon avis c'est un des cœurs, en tout cas je ne sais pas s'il peut y avoir plusieurs cœurs, mais c'est un des cœurs du débat, c'est que ce dont on est en train de parler, c'est comment on passe d'une profession libérale à une entreprise de service. C'est vraiment la culture de la profession libérale, elle est encore très forte, très prégnante dans la profession. On a du mal effectivement à sortir de ce côté-là, de ce côté profession libérale. Moi j'ai une question à vous poser parce qu'en fait je vous écoute, alors je me permets.
Non, c'est qu'en fait, je vois qu'aujourd'hui, on est en train d'être dans une véritable transition. D'ailleurs, vous avez expliqué que justement, les clients, enfin, on les gère, on s'occupe actuellement comme ils sont, donc c'est la difficulté parce qu'il faut passer avec beaucoup plus de salariés pour réussir à se dégager du temps. Et dans le même temps, je vois qu'aujourd'hui, on est en train de créer des cabinets parce qu'on se dit, peut-être que les cabinets actuellement ne nous permettent pas de pouvoir passer si facilement d'une transition à l'autre au niveau des nouvelles technologies. Et alors, nous, on a une position aujourd'hui au sein de l'annexe, parce qu'on est représentant des stagiaires experts comptables, et on voit aujourd'hui qu'il y en a de moins en moins qui veulent rester dans les cabinets, parce qu'ils sont plus, ça les intéresse plus. Et à côté de ça, je me dis peut-être qu'ils n'ont pas envie de rester, mais on cherche quand même un moyen d'arriver à les motiver. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ça serait pas aussi peut-être de leur permettre d'aider et de développer un peu plus ces outils en se disant, si vous y participiez, peut-être que vous voudriez rester dans ces cabinets, parce qu'aujourd'hui, il y a véritablement un changement. C'est juste pour avoir votre regard là-dessus, parce que vous avez l'air d'être effectivement souvent en contact avec le cabinet, d'essayer de leur expliquer, de donner des solutions, ou en tout cas, voilà, quel peut être leur positionnement. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, à un moment donné, d'arriver à trouver une espèce d'entente où ceux qui partent veulent rester, et puis en même temps, on arrive peut-être à commencer à faire le développement, parce que j'ai l'impression que soit on repart d'une feuille blanche, soit en fait passer d'un ancien cabinet à un nouveau cabinet, ça a l'air d'être tellement compliqué que je me demande est-ce que c'est véritablement possible en fait dans les faits. Alors oui, c'est possible, enfin c'est pas facile mais c'est possible, oui. Après, je suis d'accord effectivement qu'il va falloir qu'il y ait des experts comptables et des associés qu'il y ait des rôles différents, qu'il y ait des fonctions différentes dans les cabinets. Mais là encore, on touche au nœud du fonctionnement du cabinet traditionnel, où les associés, leur REM, elle est fonction de leur portefeuille client, et que plus ils produisent, plus ils ont de clients, plus ils ont de la REM, et que celui qui fait du développement informatique, des conneries quoi, en gros, quoi, du management ou des trucs qui servent à rien, quoi, lui, au final, son portefeuille il est plus petit, et si son portefeuille est plus petit, sa REM elle est plus petite, et du coup lui ça le motive moyennement, quoi. Et donc il va falloir changer ce truc-là, qu'on n'ait pas des associés qui soient ras la gueule de dossiers à gérer, de la prod, etc. Moi, il y a pas longtemps, j'accompagnais un cabinet, il y en a un des associés autour de la table, il disait « Non, mais de toute façon, ça, c'est des conneries. » Je dis « Bon, d'accord, ok, tu développes un peu. » Et il me dit « Mais oui, moi, quand j'arrive le lundi matin au cabinet, si dans la semaine, j'ai un quart d'heure à consacrer à mes équipes, c'est le maximum. » Je dis oui, effectivement. Et tous les autres associés autour de la table étaient là à dire « T'as qu'à lâcher des dossiers, quoi. Il faut que tu lâches des dossiers. » Donc oui, il va falloir que des experts comptables plus sensibles au numérique, d'autres plus sensibles au marketing, d'autres plus sensibles au management, prennent en charge ces actifs-là, qui sont des fonctions support, mais qu'il y a dans toutes les entreprises. Mais quid du modèle économique du cabinet, quoi. Moi, j'aimerais justement revenir sur ça. Dans les cabinets, c'est très lié en tant qu'associé en étant expert comptable. Et là, on parle de fonctions support qui font apparaître des compétences qui, en l'occurrence, on n'apprend pas du tout ça dans le secteur, dans le cursus scolaire. Vous qui voyez beaucoup de cabinets d'expertise comptable, où on en est des autres profils en tant qu'associé. Ça gratte encore un petit peu comme question, quoi. Ça gratte un peu comme question parce que moi, je suis bien placé pour vous en parler. Je suis associé d'un cabinet, je ne suis pas expert comptable. Alors, on est plusieurs à pas être expert comptable, et les experts comptables qui sont associés sont plutôt bienveillants, plutôt open, plutôt etc. Mais il y a de temps en temps un moment, il faut quand même faire ses preuves, se montrer, qui il est lui pour gérer son truc comme ça tout seul dans son coin, sans être expert comptable, quoi. Il y a quand même encore un peu ceux qui en sont, ceux qui en sont pas. Alors ça évolue, ça s'ouvre, c'est en train de s'ouvrir, mais ça vient pas heurter, mais ça vient titiller un comportement bien ancré dans la profession, où effectivement la pyramide elle est comme ça, et au départ elle reposait exclusivement sur la compétence technique, et plus tu étais compétent techniquement, plus tu étais en haut de la pyramide. Et c'était ça ta légitimité. Et aujourd'hui, ça, je pense que ça sera plus ça. Et donc, il y a certains patrons de cabinets qui ne sont pas experts comptables. Ils pourraient nous en parler, peut-être nous en parler, mais c'est quelque chose qui est souvent compliqué à vivre pour certains experts comptables, en tout cas. C'est représentatif aussi du métier de façon générale, où aujourd'hui, on voit même les jeunes experts comptables, ils cherchent à créer leur cabinet, ils n'ont même plus envie de racheter la clientèle. Et finalement, il y a cette crainte derrière de l'expert qui, lui, n'a pas fait cette transition numérique, il se dit finalement, ma clientèle, qu'est-ce que je vais en faire demain, comment je la valorise? Et il y a cette crainte de dire, il faut que je fonce dedans. Donc je pense qu'on est plus sur une problématique, comme on le disait, d'entrepreneur, en fait, de dire il faut que je prenne le risque, ce qui
qui n'est pas quelque chose de naturel, et on n'a pas envie d'aller vers quelque chose qu'en plus on ne connaît pas. Et je pense que c'est là la crainte aujourd'hui de se dire il faut aller vers quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, prendre des risques et derrière se libérer du temps et donner les moyens d'y aller. C'est peut-être là où c'est le plus compliqué pour la profession, parce que c'est quelque chose de nouveau de toute façon. La profession, voilà, la plupart des experts sont des personnes qui sont un peu plus âgées qu'un petit peu les personnes qui peuvent être ici aujourd'hui. Et c'est cette logique plus globale de se dire, voilà, demain, si je veux vraiment valoriser ma clientèle, et c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir, c'est d'aller tout simplement la digitaliser pour pouvoir la valoriser, enfin pouvoir la transmettre par la suite. C'est peut-être là un moteur aussi pour donner envie d'aller vers cette transition numérique aussi. Oui, bien sûr, mais avec l'idée aussi, quelque part dans un coin de sa tête, que la valorisation de la clientèle des cabinets, elle repose sur la récurrence. Plus on va vers un modèle d'accompagnement ou de conseil, plus on s'éloigne, moins il y a de récurrence. Je veux dire, typiquement, aujourd'hui, moi, le cabinet de conseil dans lequel je travaille, il vaut 0. Si je veux le vendre, il vaut 0. Nous, pour le coup, on fait que du conseil, on a que des missions plutôt exceptionnelles. Donc il vaut quasiment 0. Il vaut que par les compétences qui sont en interne. Et si les compétences s'en vont, le cabinet, il vaut plus rien. Ce qui n'est pas le cas de la partie expertise, qui est encore, mais de moins en moins. Je veux dire, ça va être forcément de moins en moins. De moins en moins, et aujourd'hui, la clientèle est de plus en plus volatile, de plus en plus éphémère, moins fidèle qu'elle était autrefois. Donc c'est dangereux aujourd'hui d'acheter une clientèle à 100% du chiffre d'affaires. Oui. Moi, je compte, un jeune qui sort de l'école et qui ferait ça, je me demanderais mon avis, ce ne serait pas forcément un conseil que je lui donnerais. En tout cas, il faut réfléchir. Au moins il sait, au moins il va voir ce que c'est pour les années. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a de moins en moins d'experts comptables, de stagiaires mémorialistes qui disent je veux m'associer à mon cabinet. C'est clair. Pour deux raisons, parce que. Alors après, on le sent très vite, les associés qui en fait essaient de pousser le boulet jusqu'à la retraite en essayant d'optimiser le chiffre d'affaires pour pouvoir le vendre 100% de son chiffre d'affaires, peut-être à un grand groupe parce qu'il y a un gros phénomène de consolidation. Et après, sinon, on sent effectivement des associés qui ont plus de fibres pour pousser des projets un peu entrepreneuriaux et là qui vont faire rentrer des experts comptables ou d'ailleurs des forces commerciales ou des forces de développement de services gestion de patrimoine, tout ce qui est annexe et qui s'agrège extrêmement facilement en plus à une offre d'expertise comptable. Donc ouais, là, il faut choisir le bon cheval pour l'association. Pour l'association, même pour la session. Vous êtes en train de peindre un marché un peu morose, et alors pourquoi tout le monde veut racheter alors? Effectivement, aujourd'hui, un cabinet est vendu en 2 jours. J'exagère un peu, mais un prix raisonnable de compagnie, il est vendu en 2 jours. Donc comment t'expliques ça? En disant, on est tous en train de dire, bon finalement ce marché il est en train de crever. Non, c'est pas crever, c'est ça. Autrement dit, le cabinet traditionnel est en train de crever, ce que je partage à peu près. Et sauf que tout le monde veut le racheter. Alors est-ce que c'est pas effectivement je sais pas comment expliquer aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi florissant que ça a pu l'être. Après, c'est encore une fois, on est dans le poids culturel. Le rachat de clientèle a toujours été la seule réponse stratégique, entre guillemets, des cabinets d'expertise comptable. Quand ça va un peu moins bien, on rachète la clientèle en disant on va faire des économies d'échelle. On peut en discuter en matière de services, c'est quand même essentiel. Voilà, on va faire de la croissance et puis on va faire du chiffre. Tout à l'heure on parlait de gestion d'experts comptables qui ont un peu de mal avec la notion d'investissement, etc. Quand ça la concerne, ce qui est quand même savoureux. Moi, ce qui m'a toujours frappé de l'extérieur, c'est une profession qui est quand même professionnelle du chiffre, et qui pilote au chiffre d'affaires, tout au chiffre d'affaires. Au début, je pensais qu'il me testait, C'était, et en fait, non. Les talons, c'est le chiffre d'affaires, Et donc, je pense que ça participe à ça, de faire aimer. Il y a quand même des gens intelligents dans le quand même 2-3. J'imagine qu'il y en a quand même 2-3 qui réfléchissent un peu. Bien sûr, et c'est pour ça que je pense que tous les cabinets ne se vendent pas en 2 jours. Donc, je pense que c'est de moins en moins. Moi, ce que je vois, si. Mais après, cabinet correct. Se vendent à qui? C'est qui sont les acquéreurs? Effectivement, le moyen, de taille moyenne. Oui, de taille moyenne et de taille un peu plus en plus. Pourquoi? Parce que derrière, effectivement, c'est une logique de. Ils sont capables de. En fait, derrière, c'est pas une logique d'acquisition du portefeuille du chiffre d'affaires, c'est une logique de CAC, c'est une logique de coût d'acquisition du client. On a le même problème quand on monte une startup, c'est quoi le coût d'acquisition d'un client? Si demain, en fait, j'ai besoin de dépenser 100 € pour acquérir un client sur une opération de marketing, sans aucune
garantie qu'il va rester sur le long terme. Non, mais si j'ai la possibilité C'est pas demain un investissement. de racheter, c'est une logique d'investissement. Et les personnes effectivement qui réfléchissent là-dessus, ils sont sur une logique. Je sais très bien que si demain je rachète un cabinet, par exemple, je prends mon cas. Sur Akazi, on est spécialisé sur les freelances et les indépendants, sur la plateforme qu'on a développée. J'ai un coût d'acquisition client pour les faire venir. Si demain je rachète un portefeuille cabinet client qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires spécialisé ce secteur-là, en fait, je le rachète tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, je saurais mieux le valoriser qu'eux. Je suis capable de faire des missions annexes et c'est ce que font les groupes qui ont des tailles, on va dire, un peu plus importantes. En fait, elles s'en foutent de la mission traditionnelle de base. Elles savent très bien que c'est un coût d'acquisition client sur lequel elles vont pouvoir vendre d'autres services, de la gestion de patrimoine, des missions de conseil. En fait, elles sauront mieux exploiter le portefeuille que l'expert comptable traditionnel qui, effectivement, tire son boulet et pousse pour aller à la retraite. C'est pour ça qu'il y a une concentration du marché. Oui, sauf que c'est pas non plus, ils sont pas non plus hyper intégrés, hyper bien outillés en tout ce que tu viens de dire. Ah oui, mais derrière, mais derrière, voilà, il y a une logique de. C'est pour ça que je me dis, il y a les banques finances, c'est facile à voir après, on verra ce que ça donne. Après, c'est une logique de. Voilà. Il y a une logique de taille critique aussi. Voilà, bien sûr. On parle d'outils, de mettre des choses en place. Si on est 3, on va pas y arriver. Si on est 15, là, on peut avoir du temps. Parce que là, les autres bossent pour nous. On peut avoir du temps pour mettre des choses en place. Après aussi, on parlait de la volatilité client. En fait, aujourd'hui, en expertise comptable, ça n'existe quasiment pas. Les chiffres, c'est à peu près 5% d'attrition client, et en plus, il y en a la moitié, c'est parce que c'est des dépôts de biens. Donc c'est pour ça qu'on rachète 100% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Mais tout ça, ça va se Quand passer. j'aurais déjà dire, je vais racheter au contraire, j'ai envie de dire au contraire, racheter. Ah. Et après, par contre, modernise quoi. Changer les choses. C'est sûr que ça peut se renverser plus vite qu'on ne le pense, parce Voilà. qu'effectivement, il y a des cabinets online qui commencent à faire de la. À rebattre les cartes sur les prix. Moi, je ne vois pas. Oui, mais sur les petites sociétés, pas sur les gros. Moi, je ne les vois pas. Les gros cabinets sont les grosses sociétés. Enfin, voilà. Les petites sociétés, 75% du portefeuille d'un cabinet. C'est ça, c'est ça. Ah oui, si je vais aller chercher la CPE, effectivement, je les verrai. Mais aujourd'hui, je ne les vois pas, moi, tous ces cabinets. Je les vois pas. On arrive. Je fais pas le freelance, en fait. On arrive. Freelanceinfo.com, faut que tu rachètes. Ouais, je vous propose de continuer autour du buffet et d'une boisson. Merci beaucoup pour la des débats.